Et on est parti les amis pour le 304e épisode du Coup Tordu. Pour ceux qui découvrent le podcast, le Coup Tordu est un podcast qui parle de vélo, un podcast qui parle de cyclisme, le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et des previews. Et pour ce 304e épisode du Coup Tordu, je vous retrouve pour l'analyse, la preview et les pronostics de la 3e étape du Dauphiné 2025 qui va amener les coureurs de Brioude du côté de Charentonnet. Je reviens sur l'épisode précédent. Déjà, je vais faire le message de prévention habituel pour attaquer ce podcast. Parce que, voilà, dans ce podcast, on va faire des pronostics, on va même parler de cotes, on va parler de value. Donc, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que le Coup Tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. Si demain, on peut plus parler de paris sportifs dans les podcasts, eh ben, on continuera le Coup Tordu, on fera des previews, on interviewera les coureurs, on essaiera d'analyser les courses. On est dans l'anticipation dans le Coup Tordu. Il y a énormément de podcasts qui débriefent les courses a posteriori. Nous, on se mouille un petit peu plus dans le Coup Tordu. Au passage, je vous retrouve en solo pour cet épisode. Vous devriez retrouver Enzo et peut-être Thibaut dans le cours de la semaine pour une prochaine preview. Donc forcément, on cherche à anticiper et donc on prend des risques et parfois on se plante. Ça fait partie du jeu. Ça arrive et bien évidemment, vous l'avez bien compris, ça arrivera encore. Donc pour ceux qui jouent de l'argent, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Le management de bankroll, pour moi, est la base absolue pour ne pas se cracher. On joue des petites portions de sa bankroll et surtout, on n'augmente pas la mise au fur et à mesure qu'on perd. On fait l'inverse. Voilà, on utilise un logiciel de gestion de bankroll et quand on est dans un bad run, on diminue sa mise. Comme ça, on est sûr de ne jamais se cracher. Voilà, tout simplement. Je rappelle aussi que seulement 2% des joueurs sont gagnants sur le long terme dans les paris sportifs. Voilà, c'est l'espérance de gain est minime. Donc 2% des parieurs gagnants sur le long terme est véritablement gagnant, très gagnant. Je sais pas, je pense qu'on doit en avoir quelques dizaines en France, pas plus, peut-être quelques centaines, mais en tout cas en France, il est très compliqué de devenir ce qu'on appelle parieur professionnel, voire quasiment impossible. Donc on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer d'analyser la course, pour chercher à comprendre les moves tactiques des différentes équipes et si en plus on arrive à choper le bon pronostic et à la fin de la saison dégager un petit billet, comme on l'a fait l'année dernière, on avait fini l'année 2024 avec un ROI de plus 7,96%, et on sera très content. Donc je reviens sur le précédent podcast, l'analyse de la première étape. Donc analyse complètement foirée du côté de Montluçon. Alors je vous avoue que la victoire de Pogačar, je ne l'avais pas vue du tout, mais alors vraiment pas vue arriver. Finalement, cette étape m'a rappelez-vous de cette première étape de Paris-Nice où on avait les trois Visma qui étaient sortis avec Wout van Aert, Primož Roglič et Christophe Laporte. C'était la première course de Christophe Laporte avec la Visma. La Visma lui avait fait un cadeau. On était arrivé du côté de Magnanville, dans les Yvelines, dans le 7-8, et on avait une côte pareille comme ça, située à 4, 5, 6 km de l'arrivée. Le favori de l'étape, à l'époque, c'était Mats Pedersen. On imaginait plutôt un sprint massif. Alors, je crois pas que le podcast existait encore à ce moment-là, ou alors on le créait à peine, mais on n'avait pas lâché de pronos. Mais en tout cas, la majorité des suiveurs pensaient à un sprint massif, et finalement, les trois zozos étaient sortis devant, avaient tout fait péter, et on avait vu le triplé de la Visma. On a vu un petit peu la même chose avec des acteurs différents. Pogačar, Vingegaard, Van Der Poel et Evenepoel, les quatre plus forts, tout simplement, qui sont sortis sur ce type de parcours. Et voilà. Vous avez été quelques-uns quand même à me dire sur les réseaux sociaux, l'immense majorité, on était sur la victoire de Jonathan Milan. Il y a quand même, vous êtes quand même quelques-uns à être arrivés en disant attention, ça va être un GC Day. Donc voilà, donc vous aviez raison, contre l'avis de la majorité. En tout cas, voilà, félicitations à tous ceux qui avaient pris la cote de Pogačar qui était aux alentours de 9. On va filer donc la deuxième étape. Donc c'était un sprint, on n'a pas fait de podcast là, c'était la victoire de Milan. Donc on file sur la troisième étape de Brioude du côté de Charentonnet. On a un petit peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Allez mater la preview d'Enzo sur son site The Big Gear, la preview de Thibaut également sur le site Vélo Futé. Deux excellentes previews, bien évidemment, à voir et à revoir. Donc échappé sur la première partie du parcours, le scénario de l'étape, échappé, je pense, plutôt compliqué à contrôler. On pourra avoir une bataille assez longue, comme le disait Thibaut sur Vélo Futé, pour voir l'échappée sortir. Alors c'est vrai que le favori de l'étape, c'est Mathieu Van Der Poel, et comme le disait Thibaut, et je le rejoins sur Vélo Futé, c'est que Mathieu Van Der Poel, il coche les deux cases, à la fois l'échappée matinale et à la fois le sprint final.
Quelle sera l'option tactique prise par Mathieu Van Der Poel ? Je ne sais même pas si au moment où l'étape va démarrer sur la ligne de départ, lui-même va savoir. C'est un coureur qui est très très instinctif. Il se plante pas trop tactiquement, ça c'est sûr et certain. Mais va falloir peut-être qu'il accompagne les coups. S'il sent un bon coup de 12, 13, 15 coureurs, ça peut éventuellement aller au bout. Mais c'est pas forcément le scénario que je privilégie. Alors après, on peut avoir un gros groupe qui sort. Mais moi, je pense que Mathieu Van Der Poel, il a quand même plus de chances d'aller remporter l'étape en GC Day. Et moi, je vois un autre facteur X dans l'histoire, il s'appelle Ben Illy, c'est lui sur la première étape qui avait un petit peu tout détorpillé dans l'avant-dernière côte. Pareil, Ben Illy, il peut aussi tenter l'échappée matinale en partant de Brioude, mais notre ami Ben Illy, il a un petit peu plus de chances de gagner en attaquant dans le final. On va parler du final, bien évidemment, notamment de la côte du Château Jaune, dont le sommet sera situé à peu près à 19 km de l'arrivée. Donc parcours escarpé, vent de dos sur la plupart de l'étape, mais c'est quand même un vent qui sera suffisamment léger. Donc le truc aussi qui me fait dire que ça va être compliqué pour l'échappée matinale. Alors déjà, il y a un final qui est complètement favorable au peloton. C'est des lignes droites, des routes assez larges dans le final. Donc et puis même le retour vers Charentonnet, là on devrait plutôt retrouver un petit peu de vent de face. Même si encore une fois le vent va être très très léger, il sera peu impactant sur cette étape. Mais le truc aussi qui me fait dire qu'on devrait avoir un GC Day, c'est que le classement général n'est pas encore véritablement fait, quoi. Et on peut difficilement laisser, entre guillemets, comme on dit, pour reprendre l'expression, une échappée de pimpin se faire la malle et prendre 10 minutes d'avance. Ça c'est voilà, bon, échappée de pimpin entre guillemets, parce que pour moi dans le peloton professionnel et même dans les mecs qui courent en régional, en district, pour moi il y a aucun pimpin. Voilà, les mecs qui roulent en peloton dans le vélo, le pimpin n'existe pas. Je rappelle que c'est une expression, mais enfin le truc c'est que jusqu'à la 103e place du côté de Marcus Holgard, on est encore à 2 minutes 32 au classement général. Donc ce qui veut dire, alors même si les UAE, à mon avis, pour eux c'est pas forcément un objectif absolu de garder. Alors c'est plus Pogacar qui est maillot jaune, c'est Jonathan Milan qui a récupéré le maillot jaune. Donc la Lidl Trek, ne serait-ce que pour peut-être un peu essayer de sauver le maillot, ça peut aussi un petit peu rouler, même si je ne crois pas du tout aux chances de Jonathan Milan sur cette échappée. Alors peut-être que la Lidl Trek peut essayer de mettre un mec comme Julien Bernard dans l'échappée, par exemple, pour contrôler. On met Julien Bernard dans l'échappée, Julien Bernard il dit moi derrière j'ai mon sprinter, en plus il est maillot jaune, j'ai pas à rouler, et on peut se laisser tirer comme ça pendant très très longtemps. Mais c'est aussi un truc qui peut foutre la merde dans l'échappée matinale. Donc l'échappée matinale, je l'exclus pas complètement, je lui donne à peu près 10% de chance de gagner, mais c'est pas le scénario sur lequel je vais aller, tout simplement sur le fait qu'on a encore, on va dire, un classement général qui est très 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 serré, et sur les 100 premiers au classement général, il y a pas mal de coureurs dangereux à qui on va pas laisser des bonus au classement général, parce que ça peut aller gratter une place dans le top 10 ou dans le top 5 à l'arrivée dimanche prochain. Donc on va tout de suite aller dans le final. Donc on va revenir sur cette fameuse côte du Château Jaune, dont le sommet est situé à 19 km de l'arrivée, 1,2 km à 9,5% de moyenne. Donc c'est un vrai bon petit talus. Et puis derrière on a un répécho à aller à 10 bornes de l'arrivée, 880 mètres à 5,3% de moyenne. Alors évidemment ça va attaquer dans la côte du Château Jaune. Ça, c'est sûr, ça va torpiller. Il est fort probable que ce soit encore Ben Illy qui allume la mèche. J'ai envie de dire, on prend un petit peu les mêmes et on recommence un peu comme dans la première étape. Alors Ben Illy, s'il tire, qu'est-ce qu'il va ramener ? Pogacar, il est joueur, il va y aller. Vingegaard, ça va l'amuser, il va y aller. Remco, il va voir, les autres, ils partent, faut que j'y aille. Et Mathieu Van Der Poel, qui a envie de gagner l'étape, il va aussi sauter dans les roues. On les a vus, c'est les plus forts. Alors après, est-ce qu'on peut avoir un Henrik Mas, un Axel Laurence, un mec, un puncher un peu en forme, ou un mec du classement général qui pourrait venir se greffer avec ces gars-là? Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du placement, on va être beaucoup plus attentif pour essayer de sauter dans les roues s'il y a un move. Donc si on a le même groupe que dimanche qui part, est-ce que ce groupe peut aller au bout ? Clairement oui, quand on se retrouve avec les 4-5 meilleurs coureurs du monde, même s'il y a 19 bornes à faire, potentiellement ça peut aller au bout. Maintenant,
Si dans les 4, il y en a un qui commence à un peu moins rouler, Vingegaard qui prend des demi-relais, on va se méfier de Remco parce que Remco, s'il prend 3 mètres, on le revoit pas, c'est sûr. Même si on s'appelle Pogačar, on revoit pas Remco Evenepoel. Lui, il est terrible. Il paraît que quand on roule dans sa roue, on a l'impression d'être vent de face. Donc ça peut aller au bout. Ça peut aller au bout. Et si ça va au bout, je peux vous dire que sur l'étape de dimanche, Mathieu Van Der Poel s'est trouvé une fois. Pour moi, il ne se trouvera pas 2 fois. On a vu sa pointe de vitesse aujourd'hui. Il termine 3e dans un sprint massif. Ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas vu Mathieu Van Der Poel disputer un sprint massif. Quand il était arrivé, rappelez-vous de l'ancêtre d'Alpecin, c'était l'équipe Circus. Mathieu Van Der Poel disputait des sprints massifs. Il en avait gagné d'ailleurs, notamment sur Tirreno Adriatico. Puis après, il aimait un peu moins frotter. Il y a Jasper Philipsen. Il préférait faire poisson pilote et prendre moins de risques dans les sprints. En tout cas, aujourd'hui, il a pris un risque, il termine 3e de l'étape. Donc la pointe de vitesse, elle est là. Si on se retrouve à 4 ou à 5 pour se disputer la victoire, Van Der Poel, il va pas faire la même connerie que la dernière fois, il va la mettre au fond. Donc Mathieu Van Der Poel, mon premier prono, la cote à 5 et la BK, ça sera 0,1% de moyenne. Le deuxième prono, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les papins, nos 4-5 pimpins, Vingegaard, Remco, Pogačar et Van Der Poel vont être devant, ils vont rouler. Mais si à un moment donné, ils se font reprendre, parce que s'ils se regardent, ils peuvent se faire reprendre. On va arriver dans le sprint. Alors admettons un sprint, moi je cible, c'est mon scénario, c'est mon scénario privilégié. Un sprint, on va dire à une 40aine de coureurs. 40, 50 coureurs pour disputer la victoire du côté de Charentonnet. Du côté des UAE, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on refait sprinter Pogačar, qui aura déjà fait un effort pour essayer d'amener l'échapper au bout? On peut, Pogačar, c'est le plus gros salaire du peloton, c'est un énorme ego, c'est peut-être le plus grand champion de tous les temps. Après, il est capable de remettre un sprint face à 40 coureurs, il est capable de gagner. Maintenant, face à 40 coureurs, Pogačar, c'est pas non plus là où je lui donne les nuts. Alors, si on fouille, si on regarde, s'il reste à peu près 40 coureurs, alors encore une fois, si jamais ça tire pas dans tous les sens, Mathieu Van Der Poel coche aussi les cases du scénario du sprint à 40 coureurs. Si jamais il saute pas dans les roues, si jamais ça se regarde un peu, l'avantage de Van Der Poel, c'est qu'il coche un peu toutes les cases sur cette étape. Donc pour moi, la cote à 5, elle est bonne à prendre. Maintenant, si on arrive sur un scénario à 35 à 40 coureurs, si on va du côté des UAE, quel est le meilleur sprinter de l'équipe des UAE? Moi, je suis désolé, mais sur un sprint, on va dire un peu comme ça en faux plat montant, il y a un mec qui est plus rapide que Pogačar et il l'a déjà battu sur le Giro et il s'appelle Jonathan Narvaez. Et Jonathan Narvaez, sur sa pointe de vitesse pure, c'est un mec qui peut aussi tenir la route face aux mecs les plus rapides du monde. Jonathan Narvaez, il a une véritable pointe de vitesse. Dans un petit groupe, il se trouve jamais. Donc Jonathan Narvaez, voir Pogačar faire le lead-out pour Jonathan Narvaez, à savoir un mec un peu sûr, un peu rapide, qui pourrait aller bloquer des bonifs d'un éventuel concurrent au classement général. En plus, ça permettrait de faire un peu tourner aux copains. Je pense pas que Pogačar soit à 3 secondes près pour le classement général de dimanche prochain. En plus, on va avoir un chrono sur l'étape de mercredi. Écoutez, moi, c'est surtout l'idée, si vous voulez, que je pense que Pogačar va partir dans cette côte du Château Jaune. Et voilà, s'ils sont pas repris, il est battu par Van Der Poel. Je pense qu'il est battu par Van Der Poel. Et s'ils sont repris, il va avoir fait un effort. Il va falloir resprinter une deuxième fois. Encore une fois, il en est capable. Mais pour moi, s'ils le font, quand on a un mec rapide comme Narvaez, qui est, on va dire, derrière en grenadier voltigeur, pour moi c'est une connerie de pas l'utiliser. Donc vous l'avez compris, mon deuxième prono, ça sera la victoire de Jonathan Narvaez. On est sur une cote à 80 et on couvrira avec le top 3 à 25. Pour les bankrolls, Mathieu Van Der Poel, la victoire c'est 0,1% de bankroll, donc c'est 10 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 5 euros sur une bankroll à 5 000 euros. Narvaez, la victoire à 80, on sera sur 60 centimes sur une bankroll à 10 000 euros, 30 centimes sur une bankroll à 5 000 euros. Et pour le top 3, on sera à 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros. Donc voilà, la cote à 25 et donc 1 euro sur une bankroll à 5 000 euros. Voilà pour les deux pronos de cette troisième étape
du Critérium du Dauphiné. On va faire un tirage au sort également pour terminer le podcast. Je vous en ai pas parlé, mais je vous l'avais promis qu'on allait vous offrir des cartes. On va continuer. On va vous offrir des cartes sur Side Limit. Donc je vous le dis, pour ceux qui sont pas encore sur Side Limit, le Tour de France approche. Vous avez encore possibilité d'aller vous constituer une galerie. On en parlait d'ailleurs cet après-midi avec Benoît alias BZH Forever. Alors attention, évidemment, ça coûte un billet. Forcément, là, si vous avez envie d'intégrer la Ligue 1 à 4 semaines du Tour de France, parce que sur la Ligue 1, même sur la Ligue 2 et la Ligue 3, mais sur le Tour de France, et là on va voir les gros prize money. L'année dernière, le vainqueur du Tour de France en Ligue 1 est reparti avec la bagatelle de 500$. On aura peut-être un peu plus cette année, vu que les prize money augmentent sur Side Limit. Et on regardait encore le nombre de cartes jaunes, de cartes uniques, ces fameuses cartes indispensables pour jouer la Ligue 1 sur Side Limit, qui n'avaient pas encore été mises aux enchères en cette année 2025 sur les coureurs éventuellement prévus pour le Tour de France. Alors là, je vais m'adresser aux grosses banquerolles, évidemment. Là, je vais parler, je le fais rarement. Sur Side Limit, on peut jouer en arrivant avec quelques centimes. On peut même jouer gratuit en Ligue 4. On peut s'acheter une petite carte bleue à quelques centimes et jouer de la Ligue 3 capée. Ça, il n'y a pas de problème. Mais avec, on va dire, une plus grosse banquerolle, on peut intégrer la Ligue 1. Et même en n'étant pas sur Side Limit, en ce 9 juin, au moment où j'enregistre le podcast, probablement le 10 juin pour la plupart d'entre vous qui allez l'écouter, ce podcast, on peut intégrer Side Limit et on peut avoir une chance de gagner la Ligue 1. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des cartes jaunes encore de coureurs qui vont disputer le Tour de France qui n'ont pas encore été mises aux enchères, notamment la carte de Julien Alaphilippe. Alaphilippe, sa carte unique n'a pas encore été mise aux enchères. La carte unique de Marc Hirschi a été mise aux enchères, mais la carte de Julien n'a pas encore été mise aux enchères. Du côté d'Israël, parce que je rappelle, il y a deux équipes Side Limit qui vont disputer le Tour de France, c'est la Tudor et c'est Israël. Donc il faudra essentiellement taper dans ces coureurs pour composer ces équipes. Donc on n'a pas encore la composition de la Tudor, mais on sait que Trentin, c'est sûr, il sera sur le Tour de France, il sera sélectionné. La carte unique, la carte jaune de Matteo Trentin n'a pas encore été mise aux enchères cette année. On peut imaginer que Valentin va nous la mettre aux enchères avant le Tour de France. Après, je connais pas le reste de la composition de la Tudor, on la connaît pas encore, mais on imagine qu'il y aura encore des opportunités. Et du côté d'Israël, la carte unique d'Ackerman 2025 n'a pas été mise aux enchères, la carte unique de Blackmore n'a pas été mise aux enchères, idem pour la carte unique de Stephen Williams, également la carte unique de Michael Woods et la carte unique d'Alexei Lutsenko. La seule carte unique des coureurs d'Israël présélectionnés pour le Tour de France qui a été mise aux enchères cette année, c'est la carte unique de Jake Stewart et c'est moi qui l'ai acheté. Donc voilà, c'est à peu près ma seule carte unique que j'ai pour l'instant pour le Tour de France. Donc quelqu'un qui arriverait avec un budget, alors quel budget là pour acheter, on va dire 3 cartes jaunes. Si vous allez taper sur des grosses cartes jaunes, la carte de Julien Alaphilippe, je sais pas, à mon avis, prévoyez au moins 300-400 balles. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire une galerie pour être compétitif en Ligue 1 sur le Tour de France, prévoyez, je sais pas, 7, 800, 900$. Alors là, il y en a qui vont se dire, mais il est mignon, Vincent du coup tordu. Ça veut dire, on va mettre 900 pour gagner 500, mais il est complètement con, ce mec. Et voilà, et c'est là où il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin. C'est quand vous achetez vos cartes sur Side Limit, que ce soit des cartes uniques, comme je pense la carte de Julien Alaphilippe, à mon avis, qui va partir à 300, 400, 500 balles, ou des cartes qui vont coûter 50, 60, 70 centimes, parce que vous avez aussi des cartes à ce prix-là, quel que soit l'argent que vous allez mettre, votre carte, vous la gardez, vous la conservez, elle est à vous, mais vous pouvez par la suite la revendre sur le marché secondaire. Si de nouveaux managers rentrent derrière, et c'est ce qu'on voit par exemple, je cite souvent l'exemple par exemple de Thomas Gino Brother qui avait, ça s'appelle du scouting, qui avait acheté la carte de Tuntenberg des Lidl Trek il y a 2 ans à l'époque où il courait chez Léopard. Il l'avait acheté $100 et il l'a revendu $550 en début d'année. C'est la plus grosse vente de l'histoire de Side Limit. Donc il a fait un bénéfice de $450 sur la carte de Tuntenberg. Donc si vous prenez par exemple Alaphilippe cette année à 400 balles et que de nouveaux managers, de nouvelles équipes arrivent dans le jeu et que le jeu prend et le jeu continue de prendre, de toute façon le jeu prend constamment, et que Loulou marche bien, il a encore 3 ans de contrat, peut-être que l'an prochain avant le Tour de France, non seulement vous allez utiliser Alaphilippe qui va peut-être vous faire gagner la Ligue 1 sur Side Limit cette année, donc vous prendrez les 500 balles et en plus vous aurez l'occasion de revendre votre carte d'Alaphilippe par la suite, donc vous pourrez être double gagnant.
Donc voilà, ça encore une fois, faut bien choisir ses coureurs, faut bien faire son scouting. Après, on peut aussi parfois faire de mauvais investissements. Et voilà, donc ça, encore une fois, je le dis, c'est pareil. Pour ceux qui ont un petit peu de sous, qui ont envie de venir s'amuser sur la Ligue 1, allez, on est quoi l'année dernière, la Ligue 1, on se la jouait, on était une petite dizaine de managers, 6, 7, 8 à peu près à se taper sur la Ligue 1. Cette année, on est plus nombreux. Régulièrement, il y a des Ligue 1 qui se disputent à 13, 15, 16, 17 managers. Donc on voit aussi quelques mecs qui arrivent avec un petit porte-monnaie intéressant et qui ont envie de se taper sur la Ligue 1 contre les petits Juju, contre les Steph le Belge, contre le coup tordu, contre Boris, contre BZH Forever, contre LPD, contre Johan Favre, contre les gros managers de Side Limit. Donc voilà, si vous avez envie d'intégrer l'aventure, en tout cas on s'amuse bien et quand on est bon on peut gratter un petit billet. Je vous redonne notre code de parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0 et en plus ça vous fait participer à nos tirages exclusifs. Allez, on va faire un tirage au sort. Je vais vous offrir la carte d'Antoine Berlin, le monégasque de la Bikeade. Le sympathique Antoine Berlin, faudrait qu'on le chope un jour d'ailleurs dans le podcast. Antoine Berlin, je lui ai pas lancé d'invitation encore, mais ça serait sympa. Voilà, je vais noter l'idée, je lui enverrai peut-être une invite dans les semaines qui viennent. Donc on va faire le tirage au sort. J'ai une petite roue que j'ai mise que je peux vous afficher sur les réseaux sociaux. Voilà, avec tous les noms de ceux qui sont passés par notre code de parrainage. Alors, qui va gagner la carte de Antoine Berlin ? Et on est sur Félix Trobotas. Voilà, Félix Trobotas qui repart avec la carte bleue d'Antoine Berlin sur Side Limit. Donc pour participer au prochain tirage au sort et intégrer Side Limit, inscription bien évidemment totalement gratuite, vous passez par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. On se retrouvera demain pour un nouveau coup tordu, peut-être avec la type, peut-être avec Phoenix. Thibaut, vous le retrouvez sur son X, c'est Thibaut Chambre sur Twitter. Enzo, analyste Phoenix également sur Twitter. Leur preview sur le site The Big Gear et sur le site Vélo Futé. Et le coup tordu, c'est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Voilà, on se retrouve très vite. Ciao les amis.